Est-ce que le journaliste engagé doit être objectif? Il doit s'appuyer sur des faits. Tout à fait, c'est tout. En fait, Factuel. Il doit être factuel. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous auto-censurer pour préserver votre sécurité ou celle de vos proches? Il faut dire que l'autocensure est présente dans notre métier, c'est évident. L'autocensure, oui, mais est-ce que c'était pour des questions de sécurité? C'est exceptionnel, j'ai pris le train direction Paris pour interviewer 3 journalistes engagés. Juliette Keff du média écologique Vert, Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, un média d'enquête, et Djemil Sanli, un journaliste indépendant pour entre autres l'Humanité, Mediapart ou encore Blast. Aujourd'hui, on parle d'un journalisme qui prend position, dérange parfois, mais qui explose, le journalisme engagé. Pourquoi ce type de journalisme fonctionne autant ? Pourquoi est-il devenu nécessaire et peut-on encore le pratiquer sans se mettre en danger? Suivez-moi pour une interview exclusive et découvrez pourquoi le journalisme engagé est en train de changer les règles du jeu. Hey! Micro-canap! Alors Juliette, tu es directrice de publication et présidente de Vert, un média indépendant qui informe et mobilise sur l'urgence écologique. Comment tu t'es lancée dans cette aventure un peu folle de créer ton média? Vaste histoire, c'était il y a plus de 5 ans maintenant. Et en fait, à l'époque, on venait de vivre une énorme canicule. Voilà, il faisait quasiment 46 degrés dans le sud de la France, 42 degrés à Paris. C'était une époque aussi où l'écologie en fait était quand même assez présente, notamment dans les collectifs militants. Donc c'était un moment quand même qui était très foisonnant du point de vue de la mobilisation citoyenne. Mais on trouvait en fait avec Louise Pargillère, avec qui j'ai fondé Vert, que ça ne se retrouvait pas dans les médias. En fait, c'était pas à la une des médias mainstream notamment. Et donc on s'est dit mais en fait il y a une espèce d'écart, il y a un hiatus entre ce que nous on constate, c'est-à-dire ce qui bout dans la société, ce qui est présent, et le traitement médiatique de façon générale. Et en fait, moi j'étais, il se trouve que c'est mon mari, hein, c'est pas du tout un secret. Donc il a eu cette idée-là, moi j'étais en reconversion professionnelle un petit peu. Et j'ai toujours été passionnée d'écriture. Et en fait, là, ça a fait une espèce de combo entre une passion personnelle et une opportunité professionnelle. Donc je suis devenue journaliste en dirigeant un média, ce qui est assez original. Mathieu, tu es co-rédacteur en chef de Street Press, un média engagé notamment contre l'extrême droite, le racisme et pour le respect des droits humains. Pourquoi Street Press et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y consacrer ta carrière? Alors, Street Press a été créé un petit peu avant que j'arrive, puisque le média a 15 ans aujourd'hui. Moi, j'ai rejoint le média 1 ou 2 ans après sa création, d'abord comme stagiaire. Et c'était quand même une époque, je parle presque du Moyen-Âge, hein, il y a 12 ou 13 ans, où en fait, l'idée de faire carrière dans la presse indépendante, c'était quelque chose qui n'existait quasiment pas. Enfin, on parle de à peu près l'année de création de Mediapart. Il y avait rue 89. Il n'y avait pas tous les médias indés qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Blast, il y a le Média. À cette époque-là, il n'y avait pas ça. Et Street Press, qui était un tout petit truc. Hein, ils ont créé ça, ils étaient 3. Moi, je suis, je crois, le 4e qui arrive dans cette boutique. On allait sur le terrain, on faisait les sujets. Et c'est resté l'ADN de Street Press. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fil AFP. Les gens savent peut-être pas, mais la plupart des médias, ils ont ce qu'on appelle un fil AFP. C'est-à-dire on paye très 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 cher pour avoir des articles soi-disant neutres qui arrivent et qu'on a le droit de recopier intégralement sans appeler ça du plagiat. Parfois, sous certains articles, il y a marqué avec AFP, ça veut dire que c'est un article qui a été payé, donc rédigé par la France. Et puis c'est pour ça qu'on peut aller sur le site de Ouest France et sur le site du Parisien et avoir mot à mot le même article. Et en fait, ça crée une uniformisation de la presse. Et à Street Press, il y avait déjà, première idée, de faire que des articles où nous, on allait sur le terrain ou alors où on appelait les gens. On reprend pas les infos des autres. La télé, à 20h, vous donne la vérité tous les jours. Je caricature, c'est des vieux slogans de mai 68, mais c'est quand même... La grand-messe, on dit souvent. Hein. La grand-messe du JT, la verticalité de l'information. Nous, on essaie de se mettre au même niveau que le lecteur et pas le surplomber. Et donc, ça fait partie de ce qu'est l'ADN de Street Press, c'est ce qui m'a plu. Et voilà, je me suis lancé dedans. Djemil, tu es journaliste indépendant pour entre autres l'Humanité, Mediapart, Blast, Off Investigation. La liste est longue quand t'es pigiste en fait, hein. Tu peux faire des papiers dans ta gauche, vendre des infos. Il y a aussi le média, j'étais pendant 3 ans au média avant, effectivement. Ouais. Pourquoi avoir choisi l'indépendance malgré le risque entre guillemets d'être blacklisté à cause de ton engagement? Souvent, c'est plutôt l'indépendance qui te choisit quand tu as certains idéaux ou certaines façons de voir comment mener ce métier-là. Moi aussi, un peu comme toi, je suis arrivé dans ce métier de manière accidentelle, vraiment. C'est-à-dire, j'aime à dire que je suis devenu reporter par accident et journaliste par nécessité, parce que par accident, pourquoi? Pendant les
les soulèvements de Nuit debout, puis des Gilets jaunes, depuis ma classe prolétaire dans les Vosges et puis en Haute-Savoie ensuite, je ne voyais pas ce que je vivais moi sur le terrain à travers mes yeux et mon corps d'expérience. Et je me suis mis à faire des reportages sans savoir que j'en faisais à cette époque-là. Le média à travers lequel nous nous informons la plupart du temps, surtout les classes populaires, les classes précaires, c'est la télévision. C'est le média à travers lequel on voit le monde, c'est la fenêtre à travers laquelle on voit le monde, encore plus quand on est dans les milieux ruraux. Et dans cette télévision-là, à l'instar des personnes qui sont censées nous représenter à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de gens qui me ressemblent à ce moment-là. Et donc, c'est deux mondes qui se sont confrontés dans ma tête et je me suis mis à faire des sujets, à faire des reportages, etc. Et de fil en aiguille, avec les années, finalement, j'ai découvert cette passion-là pour le journalisme. J'ai rencontré le journalisme il y a déjà plusieurs années de cela et la déontologie qui était au cœur de cela, la différence entre être journaliste engagé et être un journaliste militant ou un militant tout court. Et donc, c'est ce qui m'a plu, moi, dans l'engagement. C'est-à-dire de faire face à un fait, d'aller sur le terrain, un peu comme disait tout à l'heure mon confrère par rapport à Street Press, le terrain et venir créer une information plutôt que de venir relayer une information toute faite qui vient d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de journalistes comme toi qui, au moment des grandes mobilisations sociales, se sont trouvés dans ce métier-là. Et je pense qu'il y a un truc où à un moment, en fait, l'actu, elle te percute, quoi. Tout à fait. Mais là, à un moment, c'est devant chez toi et tu te dis, waouh, je peux le faire avec un téléphone. Tout à fait. Je peux commencer à le faire. Et il y a eu, t'es vraiment pas le seul dans ces moments-là. Rémi Buzine qui a commencé comme ça, t'as Abouaf, il y en a plein d'autres. Donc je n'ai pas de parcours scolaire ou universitaire qui me permet de dire je vais être journaliste plus tard, parce que je viens d'un milieu où il était impensable que c'est pas quelque chose, même les livres quand j'étais enfant, ce n'était pas fait pour nous. Est-ce qu'il y a des médias qui ont refusé de travailler avec toi parce que tu es un journaliste engagé? Disons que j'ai conscience de cela, donc j'allais pas aller demander. Ah si, j'ai quand même une anecdote. En décembre ou janvier, je sais plus, il y a BFM qui me fait appel à moi en me disant voilà, on aimerait beaucoup, il nous manque des figures de gauche, ça tombe bien, je le suis. Donc, et je m'en cache pas, est-ce que vous voulez bien venir sur le plateau pour commenter le nouveau gouverneur, machin. Bon. Et moi je dis pourquoi pas, oui, allons-y quoi. Et j'arrive, et sur ce plateau-là, on me dit il y aura telle personne. Alors je vais pas bâcher la personne, mais une journaliste. À ce moment-là, on me demande mon avis sur l'arrivée de Manuel Valls au gouvernement, je le donne, en disant qu'il n'est pas tout à fait légitime, parce qu'il a perdu ses élections à chaque fois, on se pose des questions, etc. Et en sortant du plateau, on me dit c'est très bien, merci, super, on vous rappelle, parce que peut-être que voilà. Et on me fait comprendre que ça s'est pas très bien passé ensuite par message en me disant ah, il y a eu quand même des sorties de route. C'est absolument fou. Et nos rédacteurs en chef ont trouvé que vous êtes sortis de la route. Alors moi j'ai répondu que je ne connaissais pas le principe qu'il y avait une route. Après, moi je trouve que le biais qu'il y a sur BFM, c'est la façon dont on fabrique l'information. C'est-à-dire que BFM, il faut remplir un plateau, un tuyau en permanence, tout le temps. Donc on invite des gens, ils ont des listes d'invités. Sur cette liste, il y a votre nom. À côté, il y a une thématique. Tout à fait. Quand il y a cette thématique dans l'actualité, ils prennent cette liste à peu près par ordre alphabétique. Le choix éditorial est en réalité assez faible. Et il faut remplir. Sans pour autant que ce soit des spécialistes à chaque fois. Exactement. Et il faut... c'est pas le cas. Non, mais il faut faire comme si on l'était. Je me souviens, la première fois où je suis allé sur BFM, donc on m'invite et on me dit vous voulez être expert de quoi? La question était posée comme ça, très exactement comme ça. Et on me dit alors vous voulez que je me présente comme expert de quoi? Parce qu'au départ je dis dites que je suis rédacteur en chef à Street Press ou quelque chose comme ça. Ils disent non. Faut que vous êtes expert, vous voulez être expert de quoi? Ils ont besoin. Alors c'était dans un cadre défini. On fait du BFM bashing, mais c'est pas que BFM. En fait, c'est vraiment le problème des chaînes d'information en continu. Tout à fait. Qui effectivement, il y a un tel volume effectivement à remplir que forcément. Il n'y a pas forcément un tri éditorial qui est fait au plus précis. Ils n'ont pas le temps en fait. Par exemple, et ça en fait, le problème c'est que ça entraîne beaucoup plus de désinformation. Parce qu'il y a des faux experts qui peuvent être invités, parce qu'on n'a pas forcément fait toutes les vérifications en amont sur des chaînes de télévision qui sont des canaux publics. Enfin, je veux dire, les fréquences, notamment de la TNT, appartiennent à tout le monde. C'est pas que la télé. C'est même l'immédiateté. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai créé Microcanap. Parce que moi, je prône la slow information, enfin l'immédiateté, le monde diplôme. Tu vois, les notifications push, etc. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont indépendants et pigistes, et clairement, on leur demande de faire des papiers en 1 heure qui méritent en soi 1 semaine de boulot, et qui me disent genre mais moi, à la fin, je suis pas contente, je suis pas satisfaite de ce que j'ai produit, je suis même pas sûre des informations qu'on me demande de produire en 1 heure.
Enfin, Après, tu penses pas qu'il y a quand même un besoin d'avoir l'information du jour? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a plusieurs temps de l'info. Je critique les chaînes d'info en continu et en même temps, j'y vais. Je pense qu'elles ont une utilité. Et je pense qu'elles contribuent aussi à repolitiser des gens, à mettre certains sujets d'actualité dans la discussion. Et ça, le show, il contribue à ça. Ça, c'est un problème de l'ordre plus d'un modèle économique. Hein. Si on va vraiment dans le fond du truc, c'est le modèle capitaliste qui nous force à aller plus vite sur le truc, le premier qui est sur le buzz, le premier qui va vendre l'info. Sortir l'info, ça génère de l'argent, ça génère de la notoriété, et forcément, t'es poussé à la faute, parfois, c'est pour cela. Je comprends et tu as raison sur le côté, le modèle économique génère les problèmes, le format. Ouais. Mais cette critique, elle est valable pour tout le monde, y compris pour nous. Ah, bien sûr, je mets tout le monde dans le lot, tout le monde. Tous les médias et les médias indés, on sait que politiser, générer de l'engagement, générer de la critique, ça génère des dons. Bien sûr. Et donc, ça pousse aussi dans cette nous sommes tous dans le capitalisme en fait en question. Hein, ça, c'est effectivement une question de modèle économique et c'est une question de réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux sont des plateformes qui sont payées forcément au clic, à l'engagement, pour vendre de la publicité. C'est ça leur modèle économique. Et donc nous, en tant que médias indépendants, par exemple, la VER, on n'a pas de publicité, mais au final, on contribue à nourrir des plateformes qui se financent avec de la publicité. Enfin, moi, je ne suis pas du tout en train de dire il y a certains médias qui font tout mal et nous, on fait tout bien. Je trouve que cette ligne aussi, elle est dangereuse. Le eux contre nous, moi, j'ai jamais été à l'aise. Le purisme, surtout pas. Hein, c'est pas voilà, la pureté, etc. Il n'y a pas de pureté, mais il y a des gens qui sont effectivement engagés, comme voilà, nous autres journalistes autour de la table, pour qu'il y ait une meilleure information, un meilleur traitement médiatique qui soit fait d'un certain nombre de thématiques qui nous tiennent à cœur. Je pense que mixité, ouais. En 2024, le site d'extrême droite Réseau Libre promet une balle dans la nuque, je cite, à 180 personnalités, journalistes et avocats. Mathieu, tu figures sur cette liste ? Yes. Je crois, je sais plus. Ça t'empêche pas de dormir, alors, visiblement. Oui, je sais plus si j'étais j'ai été malheureusement sur plusieurs listes appelant à me tuer. Je suis régulièrement victime de menaces de mort. Il y a des périodes où ça peut être plusieurs dizaines ou centaines de messages par jour après une enquête qui va déranger certains milieux. Dans les périodes creuses, ça va être une fois par semaine, une fois par mois. Voilà, il se trouve que parce que je fais ce travail, parce que je suis journaliste et que j'enquête sur l'extrême droite, et que je mets en lumière un certain nombre de faits, de comportements de l'extrême droite, derrière, j'ai des menaces, comme mes collègues à Street Press et comme d'autres journalistes, d'autres médias. Je suis loin d'être le seul à subir ça. Et justement, comment on prépare les journalistes de son équipe à ce type de menaces ? Je crois que quand on travaille à Street Press, on sait où on met les pieds. On sait les engagements du média. C'est écrit sur notre site internet. On s'oppose à l'extrême droite. On s'oppose par un travail rigoureux de journalisme, mais on s'oppose à l'extrême droite. Et donc, les gens qui nous rejoignent le savent. Après, on se prémunit non pas de ces menaces, mais de ses conséquences. Pendant longtemps, j'ai pas eu mon nom de famille sur ma boîte aux lettres. Je fais très attention à ce que je publie pour que ceux qui m'entourent, mon entourage, ma famille, n'aient pas à subir ça. Parce que c'est arrivé par le passé. Parce que il y a eu, il y a, je crois, 2 ans, j'ai subi une vague de menaces d'une ampleur un peu supérieure à ce qui m'arrive d'habitude, avec des dizaines de milliers de messages en quelques semaines. Il y a quand même un moment où j'ai appelé ma grand-mère en lui disant « Alors mamie, si demain t'entends sur France Inter que je suis menacé de mort, alors oui c'est vrai, mais c'est pas trop grave, hein, t'inquiète pas. C'est quand même des conversations bizarres et on peut pas prévenir tout le monde. Et donc il y a des gens que ça inquiète et donc ça a un impact sur la vie des gens. Donc on essaye de se prémunir de ça. Et après on met en place des processus de sécurité et numérique et physique à Street Press. Et on a été longtemps dans des bureaux à Montreuil où on avait fait installer une porte blindée à l'entrée de nos bureaux parce qu'il faut faire gaffe. Et puis à chaque fois qu'on organise un événement, on a une sécurité, on est obligé, on paye une sécurité privée parce que à une soirée d'anniversaire de Street Press, il y a des militants d'un groupuscule néo-nazi qui s'appelle la Division Martel, qui a été interdit depuis, qui sont venus à cette soirée. Donc on fait attention et on se prémunit et voilà, c'est notre travail. Après, je dors bien la nuit, je n'ai jamais été agressé. Il y a des gens qui sont reporters de guerre et qui risquent leur vie et qui, pour certains, meurent. Il y a des journalistes qui ont été otages. Voilà, faut quand même hiérarchiser
les sujets. Ces gens-là risquent leur vie pour leur métier. D'une certaine manière, si. En faisant le travail que tu fais, c'est pas, disons que c'est moins palpable que lorsque tu mets un casque et tu vas en Ukraine, évidemment. Ou à Gaza, mais on ne peut pas y aller. Hein. On pense à nos confrères qui sont et consoeurs qui ont été assassinés. Plus de 200, on n'a pas encore le nombre physiquement, enfin on ne le sait pas vraiment. Il y a aussi à chaque fois des vagues de haine, comme ça, des insultes, des menaces, papier, à la rédaction, à la maison. Mais tu as été forcé de déménager, toi? J'ai été forcé de déménager pour ça, après avoir reçu des lettres chez moi déposées, donc des gens qui se déplaçaient, et pas par la poste. Hein. Et un jour, des personnes en moto sont venues m'attendre en bas de chez moi pour me demander de fermer ma gueule. J'ai dû déménager et il y a eu des trucs comme ça. Je me suis fait casser la gueule une fois dans la rue, à Montreuil, sur la place de la République. Il y a eu des enquêtes, t'as porté plainte? J'ai porté plainte et rien ne s'est passé. J'ai un numéro à 10 chiffres, quoi, il m'arrive une tuile. Pas le 17, hein. Un numéro à 10 chiffres qu'il faut que je sache partir. Si jamais vous avez quelque chose, vous nous appelez là, bon bah voilà. Et une fois encore, sur le périphérique, des gens m'ont suivi sur le périphérique en scooter pour me faire tomber avec une voiture en me jetant des projectiles, en me traitant de sale gauchiste de merde, de fasciste. Donc il y a vraiment des trucs de dingue en fait. Alors que je suis pas un reporter de guerre, bon je suis allé au Kurdistan, mais ben voilà. Il y a pas de... On fait pas de trucs de fou finalement, on fait notre travail d'enquête. Il y avait des indices dans les lettres ou dans les propos sur d'où venaient ces gens, qui étaient... Figure-toi que lorsque, avec ma rédactrice en chef, quand on est allé porter plainte, on a dû faire 3 commissariats pour avoir l'autorisation de porter plainte, premièrement. Le troisième commissariat me dit, ou c'est le deuxième, je crois que c'est une vingtaine, il nous dit, mais c'est pas signé ce document. Le niveau... Enfin, donc ils n'ont pas reçu... Comment ça, ils n'ont pas reçu? Ils n'ont pas reçu ta déposition. Celui-là, non, mais c'est celui de Saint-Denis qui a reçu notre déposition et qui oubliera de garder la lettre que j'ai reçue de menace de mort. Et qui nous rappellera après à la rédaction, mais on a oublié, on n'a fait qu'une photocopie, vous pouvez revenir. Vous voyez, donc c'est pas pris au sérieux, j'ai l'impression. Le truc, il faut que tu te débrouilles plus ou moins. Ouais. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Et Juliette, est-ce que dans ton équipe, vous avez été confrontée à des menaces? Non, pas vraiment, pas pour l'instant, parce qu'on fait pas de grosses enquêtes sur l'extrême droite autant que Street Press, donc disons qu'on est moins confronté à ça, on peut être confronté à des messages très désagréables, mais là dans le niveau de menace qui est décrit, je peux pas dire qu'on soit aligné avec ce niveau de menace-là et j'en suis très contente et j'ai pas spécialement envie qu'on soit aussi exposé effectivement. On peut se préparer à un certain nombre de choses, on peut, par exemple, en ce moment il y a quand même pas mal de confrères et de consoeurs qui sont menacés via des procédures bâillons, donc là c'est généralement des industriels qui menacent les médias et qui leur intentent des procès pour leur faire perdre de l'argent, pour leur faire perdre du temps, parce que quand on est un média indépendant, c'est beaucoup d'énergie qui est mis dans ces procès-là. Et dans des moments où on n'a pas forcément énormément d'argent d'avance, où on n'a pas forcément énormément d'énergie, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les médias indépendants, généralement, sont des petites équipes, ou en tout cas, on n'a pas forcément les moyens de services juridiques, de services qui peuvent endosser cette charge-là, y compris la charge émotionnelle. Donc voilà, on peut être confronté à ce genre de choses. Après, Vert, c'est pas le cas pour l'instant et j'en suis très contente. On pratique aussi un journalisme qui est hyper rigoureux, donc ça peut arriver même aux meilleurs de subir des procédures bâillons, tout à fait. On essaie de se prémunir au maximum de ce genre de risque, mais après, c'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on ne sait jamais en fait quand est-ce que ça peut arriver. Il y a aussi vraiment, là, c'est faire peur, quoi. Ouais. C'est faire peser une espèce de menace latente, de pression, en fait, tout simplement, pour que les infos ne sortent pas. Quand on fait de l'enquête, on met en cause des gens, et j'en reviens au thème de cette émission qui est la presse engagée. L'engagement, c'est aussi un contre-pouvoir. C'est-à-dire que moi, j'estime que notre média, mais comme les vôtres, comme le travail que vous faites tous autour de cette table, c'est de pouvoir travailler de manière indépendante et de faire office de contre-pouvoir vis-à-vis de toutes les formes de puissance et toutes les formes de domination. Ça va être la puissance de l'argent quand on enquête sur une multinationale. On a enquêté avec Blast et Reflet sur le groupe Altis et Patrick Drahi. On a révélé des éléments qui sont versés à des procédures qui peuvent lui coûter des centaines de millions d'euros. Donc derrière, les pressions qu'on a en face, elles sont maximales. Il y a aussi les dominations, c'est aussi les agressions sexuelles. Quelqu'un qui a un poste important dans une école, dans une université, qui est accusé d'agression sexuelle et les gens n'osent pas trop parler. Et voilà, il y a des médias qui enquêtent et qui révèlent et qui mettent sous pression et qui équilibrent, entre guillemets, les forces. Et c'est notre rôle, à nous, médias indépendants, d'être un contre-pouvoir. Il y a des rapports de force et nous, on appuie dans l'autre sens, mais toujours en s'appuyant sur un travail journalistique. Et c'est pour ça qu'on a des procès. C'est parce que on appuie là où ça fait mal sur des gens qui n'ont pas l'habitude de ça parce qu'ils ont
beaucoup de pouvoir, beaucoup de formes différentes. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous auto-censurer pour préserver votre sécurité ou celle de vos proches? Il faut dire que l'autocensure est présente dans notre métier, c'est évident. L'autocensure, oui, mais est-ce que c'était pour des questions de sécurité? Pour des questions de sécurité, ouais, non, c'est vrai que pas forcément de sécurité, non, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis jamais autocensuré, mais c'est vrai que... Moi, je me suis déjà autocensuré, mais pas pour des questions de sécurité. Ah non? Ah ouais? On veut un exemple très précis. Pour relire le papier derrière. Je réfléchis. Alors, j'ai pas forcément des cas précis, mais par exemple, il y a des sujets où j'avoue qu'il peut m'arriver de m'autocensurer de certains sujets parce que flemme c'est pas pareil. Bah, c'est une forme d'autocensure. Flemme des conséquences, tu veux dire? Flemme des conséquences, flemme des pressions. Pourquoi si, Ah oui, on enquête un peu moins sur nos propres milieux? On le fait. À Street Press, on a enquêté sur des personnalités de gauche, on a enquêté sur des associations plutôt de gauche, on a enquêté même sur des médias indépendants, mais on le fait quand même un peu moins. Mais c'est une question de choix, en vérité. C'est une question de choix, mais t'as pas le temps et l'argent de tout faire. Un truc de flemme. Voilà, moi, c'est aussi flemme, j'ai pas le temps. On va plutôt regarder sur un autre point de départ, peut-être, dans certains cas. Faut être quand même honnête. Non, faut être honnête, c'est vrai. Et je pense qu'on est tous les médias de gauche, on est là-dessus, même s'il faut reconnaître que Mediapart sort beaucoup d'enquêtes sur la gauche. L'autocensure, nous, je dirais, ça va être surtout sur un manque de temps et d'énergie. Parce que bon, là, on est 13 depuis quelques semaines, mais en réalité, jusqu'à l'année dernière, on était 7. Donc, en assurant une publication quotidienne, plus des publications sur les réseaux, plus une hebdomadaire, etc., ça faisait déjà beaucoup. Donc déjà, en termes de charge, effectivement, ça fait pas mal de choses. Du coup, c'est pas de l'autocensure au sens on n'enquête pas parce qu'on a d'autres intérêts, etc. En revanche, par exemple, on essaye de limiter au maximum les conflits d'intérêts. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, si... je sais pas, il y a telle entreprise voilà, où il y a des choses à révéler et que par ailleurs, par exemple, moi, je suis assez pote avec leurs dirigeants, je vais vraiment me mettre en retrait pour faire en sorte que ce soit quand même le cas, quoi. Je pense que quand même, il y a effectivement une possibilité d'avoir des journalistes de la rédaction qui ont des marges de manœuvre sans que moi j'ai à relire, tu vois, ou à redire quelque chose. Sûr, tu vois. mais ce sera pas... Après, ce sera pas, oui, forcément. Parfait. Même au niveau de certains médias effectivement détenus par des milliardaires, il y a vachement cette idée reçue que on leur donne des consignes, etc. Mais c'est pas ça ce qui se passe dans la majorité des cas. Ça existe aussi dans certains médias, mais la majorité des cas, c'est simplement effectivement des non-dits et c'est de l'autocensure. À part Bolloré, je crois qu'il intervient pas mal, mais sinon les autres. Il y a eu des exemples de Rodolphe Saadé, par exemple, dans le quotidien La Provence, où ça a fait pas mal de bruit. Et si je peux répondre pour ma part, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis pigiste depuis maintenant de nouveau 8 mois. C'est la même chose, hein, tu es journaliste, sauf que tu n'appartiens pas, si je puis dire, à une rédaction. Tu vends tes reportages, tes infos, tes images, ton travail, un peu à la carte, à des rédactions, à des médias, etc. Et donc, dans ce cadre-là, quand j'étais encore aux médias avant, pour l'autocensure, quand tu as tes rédactions derrière toi, que tu es en CDI quelque part, c'est pas la même chose que quand tu es pigiste. Et ça dépend ce qu'on entend par censure. C'est-à-dire que lorsque tu écris un papier dans une rédaction, c'est pas la même chose que quand tu es pigiste et que tu te retrouves face à, par exemple, un porte-parole du gouvernement. Et moi, mon autocensure, si elle existe, parce que je crois pas vraiment en fait en vrai, parce que bon, je suis souvent dans des sauces, pas possible, parce que je ne le fais pas, mais ça va être dans le choix des mots ou le comportement à un moment donné, pour ne pas trop me foutre dans la sauce, pour continuer à un peu travailler avec les personnes, etc. Est-ce que vous vous sentez suffisamment protégé par la loi en France? Moi, je dis oui quand même. Oui, et il y a les exemples qui nous montrent que c'est pas suffisant. Enfin, disons que voilà, moi, encore une fois, je rappelle que je suis franco-turc. Si j'étais en Turquie, je ne pourrais pas répondre à cette question. La Turquie qui est une république démocratique, laïque, calquée sur le code pénal suisse et sur la République française, dans son mode de fonctionnement et de création en 1923. Donc à la fois cette information nous donne à relativiser cette question en France et en même temps nous dire « Ouh là là, si ce pays a pu virer comme ça à ce niveau-là avec les mêmes cartes que nous au début, plus ou moins au niveau législation, on peut aussi aller vers ça plus tard. » Après, la comparaison, on s'arrête, hein, on n'est pas non plus les mêmes peuples, etc. Mais je suis content de pouvoir être libre, oui. Il n'y a pas plus tard que samedi, j'ai pu faire mon travail sur la place de la République, il y a eu des problèmes, ma carte de presse m'a protégé une fois sur deux, ça marche pas toujours, mais on n'est pas en prison, quoi. Oui. Tu vois. Alors qu'en Turquie, ils sont 40 000 en prison parce qu'ils sont blogueurs, qu'ils sont avocats, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont terroristes à partir du moment où maintenant tu es arrêté
pour terrorisme, moi je peux plus mettre les pieds là-bas parce que je suis un terroriste, parce que j'ai pu critiquer de manière journalistique la politique d'Erdogan dans mon travail. Oui, en France ça va, mais après, si on se compare toujours avec ailleurs, voilà, il y a toujours pire. Parce que là, au niveau de la protection des sources, par exemple, il y a pas mal de journalistes qui ont été arrêtés. Tout à fait. On pense à Lavrieux, effectivement, oui. tout à fait. Le fait qu'il y ait ces problèmes, que ces problèmes soient médiatisés, indique quand même qu'il y a une ligne rouge, qui est une ligne rouge relativement protectrice. Aujourd'hui, les gens ne le savent peut-être pas, mais nous, journalistes, on peut aller devant un tribunal qui nous dit quelle est votre source et de dire je refuse de répondre à cette question et on a le droit. On a le droit de refuser de dire à la police ou à la justice de donner l'identité de sa source, y compris si cette source a commis un acte illégal. Tout à fait. Et ce n'est pas considéré comme protéger quelqu'un. C'est quand même très protecteur. En fait, là où je trouve que justement c'est assez fort en France, bon déjà effectivement la liberté de la presse elle est garantie, c'est un des fondements de la République française. Donc ça c'est pas le cas forcément partout dans le monde aujourd'hui, enfin c'est plutôt le contraire. C'est le contraire. Mais en fait quand on se lance en tant que média indé, on a accès aujourd'hui en France à par exemple au syndicat de la presse indépendante en ligne. C'est-à-dire que nous, directement, quand on a lancé Vert, on a rejoint un syndicat professionnel qui nous permet, malgré tout, d'avoir accès à des avis de confrères et consoeurs. Mais en fait, j'ai pu m'entourer assez facilement par des professionnels de très grande qualité. Et c'est vrai que de savoir que, en fait, on est des centaines à être ultra attachés à la protection des sources, à l'indépendance de la presse, etc., bah, finalement, ça nous donne aussi de la force. Parce que s'il y a un cas qui se présente, on est directement en relation les uns avec les autres et on peut justement bénéficier de ce réseau de solidarité. Et ça, je pense que c'est un bien commun qui est extrêmement précieux et mobiliser justement des gens pour s'entraider, ça fait partie aussi des solutions pour faire face, quoi. Est-ce que toi, il y a des sujets où tu te dis est-ce que je vais y aller parce que sinon je vais avoir des emmerdes ou... Non, c'est par manque de temps. Je suis très frustrée justement d'être toute seule, de ne pas avoir le temps. Il y a plein d'enquêtes que j'ai envie de faire. J'habite en région Nouvelle-Aquitaine, Poitiers. Il y a l'affaire Bayrou, etc. Il y a plein de choses, donc il y a plein de choses que j'aimerais creuser. C'est juste parce que voilà, j'ai pas les ressources humaines et financières en fait, que je n'y vais pas. À la base, moi, au tout début, je voulais être journaliste spécialisée enquête. Enfin, tu vois, je voulais faire que des enquêtes. Et je suis arrivée ici et donc j'aimerais bien construire un pôle enquête, ouais. Ça, ce serait le rêve. Et surtout de décentraliser l'info, très, très, très important pour reconnecter un peu. Je trouve que, comment dire, tout est très bien au niveau des médias actuels et ça fait du bien, mais c'est vrai quand on habite à Poitiers ou dans d'autres villes, bah les sujets, enfin moi ce qu'on dit à Poitiers du Hugo Décrypte, tout, parce que je donne des cours pour faire rentrer un peu d'argent pour Microcanap, et tout le monde me dit ouais Hugo Décrypte c'est super bien, c'est ma source d'infos et ils s'informent qu'avec ça, mais c'est des sujets très parisiens quoi. En fait, c'est des sujets qui sont nationaux, mais en fait le national te touche aussi en fait dans ton quotidien. Ça, c'est du bon français, hein. Ouais. Du coup, c'est ce que j'essaye, tu vois, d'apporter avec Microcanap. Il y a des journalistes qui vivent à Paris. Ouais, et aussi pour information, il y a un réel manque d'inclusion. S'il y a que des médias parisiens, il y a des journalistes handicapés qui peuvent pas en fait habiter à Paris parce qu'ils sont handicapés. Et du coup, déjà que c'est un milieu qui est extrêmement fermé, les places sont chères, etc. Bah, en plus, tu rajoutes ça, bah, c'est mort. Je trouve qu'il y a un autre sujet aussi, peut-être ça permet de faire une transition aussi, c'est que à Paris, le niveau de vie est très cher. Donc ça inclut aussi de mieux payer les salariés par rapport à d'autres régions, etc. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet quand on lance un média et que les budgets sont pas illimités. En fait, être à Paris est un désavantage. Ouais. Et en même temps, du côté du réseau, forcément, vu qu'il y a énormément de journalistes qui sont présents, justement de syndicats, d'avocats, etc., c'est quand même beaucoup plus facile. Vert était vraiment fabriqué au quotidien, tous les jours, dans un territoire rural, enfin même plus que rural, enfin voilà, y a rien, enfin c'est un tout petit hameau, etc., là où je vis une partie de l'année. Et en fait, on a dû finalement choisir de retourner à Paris pour avoir un écho national et pour rencontrer les bonnes personnes. Comment vous définiriez le journalisme engagé en opposition, entre guillemets, au journalisme conventionnel? En fait, le terme engagé, c'est juste assumer un certain regard sur une vision du monde. Et d'écrire et être dans la transparence, dire que des journalistes, c'est pas des gens dans leur tour d'ivoire, c'est des gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui sont accessibles, dans des événements, on peut leur parler, en fait c'est des humains, en fait on est des humains, les journalistes on est des humains, ça faut vraiment l'avoir en tête. Il y a quelque chose qui est assez joyeux aussi, on est tous ensemble pour construire cette information, qui est une information qui est d'utilité publique, mais en tout cas d'être ouvert et d'être dans cette relation de confiance aux lectrices et aux lecteurs. Franchement, moi, c'est ce qui m'apporte aujourd'hui le plus de joie
avec le fait d'avoir bâti une super équipe et des gens incroyables. C'est vraiment les deux trucs où je pense que vraiment là, on est aussi rétribué et on reçoit aussi cette énergie qui nous permet de continuer parce qu'il y a des moments qui sont durs, mais il y a beaucoup de moments aussi qui sont très joyeux et qui sont très chouettes dans le journalisme engagé. Et je pense que justement, il ne faut pas avoir une vision qui est sacerdotale, de martyr. Moi, je ne fais pas du journalisme pour ça. Je fais du journalisme pour être au contact avec les gens, pour être dans une vision constructive, chouette. Voilà, même si les infos sur le changement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, la justice sociale sont totalement déprimantes. Mais en fait, de construire ça au quotidien, ça donne de l'espoir. Quelle est la différence entre journaliste engagé et militant? Je ne pense pas qu'il existe un journalisme militant. Enfin, tout du moins, le militantisme, ce n'est pas la même chose qu'un journalisme, que du journalisme. Le militantisme, c'est militer, tu es convaincu d'une idée, et c'est noble. Hein. Moi, j'ai beaucoup. Tout à fait. Nous, on cherche à la vérité, ou des vérités, à mettre en avant, à mettre en lumière, à expliquer. Nous-mêmes, en faisant un sujet, je vais d'abord comprendre avant d'expliquer ce que j'ai compris. Et moi-même, je vais aller tendre le micro à des gens qui savent mieux que moi, bien évidemment, et qui vont comprendre, interroger plein de gens dont c'est le métier depuis des lustres. Et c'est comme ça qu'on fait l'information. Alors que le militantisme va, à travers ce qu'il pense savoir, ou ce qu'il sait probablement, défendre l'idée. Le militant, il peut omettre des vérités pour convaincre. En fait, pour moi, le journaliste, il part des faits, il en tire un point de vue, il en tire une opinion et il va s'appuyer peut-être sur ces faits-là, parfois pour exprimer une opinion. Mais il part d'abord des faits. Là où le militant, il part de son point de vue et il va, dans un certain nombre de cas, chercher des faits qui vont nourrir son point de vue et volontairement écarter les faits qui n'iront pas dans son sens. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que le terme de militant, on prend l'exemple de Yanis Mamdi, qui est libéré depuis quelques jours, est utilisé par nombre de journalistes dits conventionnels, dits neutres, pour nous discréditer. C'est vraiment ça qu'il faut noter. Ce serait très intéressant d'aller leur demander à eux ou à elles qu'est-ce que c'est un journaliste pas engagé. Voilà, c'est quoi? Qui êtes-vous? Vous servez quoi? Et ils sont convaincus d'être dans le vrai, d'être dans la neutralité sans donner de définition claire. Et c'est ça, je crois, le problème, c'est d'être convaincus. Et peut-être qu'ils le sont, militantes et militants, eux, à ce niveau-là. Puisque s'ils ne cherchent pas à se remettre en question, à arrêter, comme tu le disais à l'instant, une enquête ou un papier ou une réflexion en direct sur un plateau de télévision de CNews, je dis un peu de la merde à ce moment-là, peut-être que je devrais réfléchir avant de dire la fin de ma phrase. Voilà, et ce genre de choses, avant de donner des leçons aux autres, vous êtes militant, militante, posez-vous la question pour vous d'abord. Est-ce que le journaliste engagé doit être objectif? Il doit s'appuyer sur des faits. Tout à fait, c'est tout. En fait, factuel. Il doit être factuel. Mais par contre, on a le droit d'avoir des points de vue. Et je pense que nous, à Street Press, et comme tous ceux autour de cette table, on assume nos points de vue. Moi, j'ai un problème avec les journalistes qui n'assument pas leur point de vue. Alors, ils vont dire « je tends vers la neutralité ». Moi, je crois que dans un certain nombre de cas, c'est pas une neutralité à partir du moment où tes sources, elles sont plutôt d'un côté que de l'autre. Ton point de vue sur le sujet, il est plutôt d'un côté que de l'autre. Est-ce que ces médias qu'on imagine souvent neutres, ça ne veut pas dire que les journalistes qui travaillent s'imaginent eux-mêmes neutres, mais en tout cas qui dans l'opinion publique passent pour neutres, le sont plus que moi, je suis pas sûr. Ils ont un point de vue, un biais, qui est ni moins bien, ni plus mauvais que le mien, mais ils ont un biais comme moi. Et après, ils doivent avoir la démarche, et c'est là où c'est du journalisme, d'aller contre ses propres biais en tentant d'obtenir l'autre point de vue, le reste de l'information. Moi, une fois, j'ai tellement essayé d'être neutre sur un sujet que l'émission qui est sortie était à l'opposé de ce que je croyais. J'étais en mode genre, de ce que je pense moi personnellement en tant que citoyenne. Et du coup, j'aime pas mon émission. Je l'aime pas. si avec ton travail, tu n'as pas un petit peu d'avancer et puis de te rendre compte que je me trompais, j'avais un point de vue qui n'était pas le bon, enfin je ne sais pas, j'apprends des choses, c'est intéressant. Ça arrive. Ça arrive très souvent. D'enquêter ou de faire un reportage par exemple où on a une opinion en tant que journaliste, on est arrivé sur le terrain avec notre opinion. Voilà. Ce qu'il faut, c'est la mettre à distance, c'est essayer de faire son autocritique, déjà de savoir quelle est notre opinion à nous personnellement avant de commencer le sujet. Moi, ce que je reproche parfois à un certain journalisme, c'est d'être dans le dogmatisme et dans la fermeture. Là où je pense que quand on commence un sujet, en fait, on devrait être conscient de son opinion et avoir l'ouverture des autres points de vue. Ça ne veut pas dire que tous les points de vue se valent, encore une fois, mais c'est au moins avoir une écoute active
vis-à-vis de tous les points de vue qui sont en présence, sans trancher a priori, sans écrire son papier et se dire là je vais caser telle citation parce que ça va remplir ma case. Non, c'est vraiment être dans une démarche de recherche de la vérité, d'une vérité. D'honnêteté. Le papier ou le reportage que tu produis doit pas forcément être en phase avec ce que tu penses toi. Tu produis quelque chose, c'est ce que j'ai découvert, c'est ce qu'on me sert comme vérité. En allant à la rencontre des personnes dont on parle, on va rajouter de la nuance, de la précision, et c'est valable quel que soit le sujet. Et en plus, on fait du meilleur journalisme parce que c'est eux qui nous font remonter des informations aussi. Moi, je trouve que l'un des problèmes du journalisme, c'est que il y a beaucoup de gens qui font du journalisme où ils donnent leur avis, ils font du commentaire aussi. Ce n'est pas du journalisme. Sans jamais aller sur le terrain, parler aux gens. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé, ce sont des éditorialistes. Tout à fait. C'est des gens qui donnent leur avis. Et en fait, c'est des gens qui ne sont pas des journalistes au sens de respecter... Ils le sont. Ils sont journalistes, mais... Ils sont journalistes éditorialistes. Et pas forcément le contraire. Mais en réalité, leur background de journaliste ne se voit plus beaucoup parce qu'un journaliste, justement, va essayer d'être plutôt dans la nuance, dans l'ouverture, d'avoir des sources différentes, etc. Là, un éditorialiste ne se raccroche pas forcément aux faits. Ce qu'il met en avant, c'est surtout son opinion. Moi, j'avance, je suis sûr que tu as prévu d'en parler, mais il faut qu'on pose quand même ce qu'est un journaliste engagé. Parce Tout à fait. Il y a quand même un truc où nous, on est les engagés, parce que nous, on assume d'être engagés. Ouais. Mais alors, moi, je trouve que les Échos devraient être autour de cette table. C'est un journal engagé. C'est un journal engagé pour la retraite à 70 ans, c'est un journal engagé pour la baisse du SMIC. Non, ça, c'est la neutralité, en vérité. La neutralité n'existe pas. À partir du moment où on s'approche d'un sujet, on arrive avec un vécu. On arrive avec une ligne éditoriale. Bien sûr. En fait, pour moi, tu es neutre en fonction de ta ligne édito. Tu vois. Est-ce que tu respectes ta ligne? Oui, c'est ça. Mais tu vois, tu peux jouer sur les mots en mode j'ai une ligne édito, je m'y fie. Tu vois, je la suis. En fait, c'est ça qu'il faut réexpliquer aux gens, c'est que la ligne éditoriale, c'est vraiment le contrat de lecture avec le public. Ah ouais. Si déjà ta ligne éditoriale n'est pas explicitée, donc il n'y a pas de transparence en fait vis-à-vis des publics. Voilà. En fait, d'où est-ce qu'on parle? C'est ça que les gens ont besoin de savoir. D'où est-ce qu'on parle? Lénine comme ça. C'est vrai. D'où est-ce qu'on parle? Oui, qui parle? Déjà, qui et d'où il parle? Parce qu'après, selon où tu es, tu peux changer de discours. Il y a des gens qui sont passés d'une maison à une autre et qui changent, qui s'adaptent. Donc il y a vraiment ça. Après, c'est pas de la neutralité. Voilà, il y a aussi neutralité et objectivité. Je pense plutôt que l'objectivité n'existe pas. C'est évident, naturellement. On peut pas être objectif. Exactement ce que je disais. La neutralité, on peut tendre à. À partir du moment où tu choisis de mettre en avant des sujets, tu choisis tes sujets, tu choisis tes angles, tu choisis les gens à qui tu donnes la parole. Donc c'est pas neutre. Évidemment qu'il n'y a aucun choix qui est neutre. Faire des choix, c'est déjà ne pas être neutre par définition. Et puis, en fait, selon à qui on donne la parole dans un même sujet, on peut dire dans tous les cas la vérité et en même temps avoir des infos qui sont différentes. Mais je regarde le même objet de deux points de vue différents. Et en regardant le même objet d'un point de vue différent, je ne vois pas la même chose. Et pourtant, ça reste toujours un vert. Donc en fait, la neutralité, c'est d'où on regarde. Moi, ce qui me gêne quand les gens arrivent en disant « je suis neutre », c'est qu'on ne sait pas exactement quel est leur point de vue. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Moi, moi, j'aime bien que j'ai pas de problème avec les faits que les Échos soient libéraux, que le Figaro soit libéral, conservateur, etc. C'est pas un problème. Je n'ai pas leur même ligne politique, mais je vais lire leurs médias avec intérêt. En connaissance de cause. C'est en connaissance de choses, et je vais apprendre des choses parce que j'apprends du point de vue qui est différent. Et là où on est en démocratie, c'est quand il y a une pluralité de points de vue. Pas au sein du même média, mais au sein du paysage médiatique. Le problème étant la disqualification d'un certain nombre de journalistes engagés, justement quand ils vont dans des médias traditionnels, ou encore récemment sur le traitement par exemple qu'il y a eu sur le journaliste de Blast qui était sur le Madeleine, exactement, qui du coup a été qualifié de militant alors qu'il est journaliste et qui participe en fait à cette mission en tant que journaliste, il a sa carte de presse, etc. Bon bah là il y a un gros problème de catégorisation pour discréditer une partie des journalistes qui font leur métier, qui respectent la charte de déontologie qui est la charte de Munich, qui est vraiment notre règlement à tous en fait, notre boussole pour les médecins. Mais en aucun cas il y a de la neutralité. Pour moi, il y a vraiment les lunettes qu'on porte sur le monde et c'est cet axe-là qui va définir ce qu'on raconte. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une pluralité
que ça soit à l'Assemblée, je fais toujours le parallèle, on devrait pouvoir, dans les médias aussi, dans une rédaction, c'est important d'avoir des profils sociaux différents pour qu'on puisse avoir chacun une paire de lunettes, pour qu'on puisse à la fois créer une forme de diversité comme dans la nature, en fait, en vérité. C'est ça, l'équilibre, il est là. Et sans ça, il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est important, quand on s'informe, de s'informer auprès de plusieurs médias Après, qui pensent pas la même chose. pas. Est-ce qu'il faut forcément venir d'un milieu aisé pour se lancer dans le journalisme et en particulier engagé? Le mien de parcours me pousse un peu à dire oui de manière binaire. Mais les réponses ne le sont pas binaires. Ça aide énormément. Ça aide énormément. Je viens d'un milieu qui est plus que précaire. Ce métier n'était pas possible, comme plein d'autres. Ne serait-ce que faire juste des études. C'était pas possible de passer son bac, c'était pas possible. Il fallait travailler. Et il y a plein de gens en France, plein de gens. Moi, je me suis fait un peu engueuler par ma famille parce qu'on n'avait pas les moyens que je fasse des études, en fait. Mais voilà, tu vois, regarde, on est déjà d'autres sur cette table. Et je crois que c'est la majorité des Françaises et Français aujourd'hui qui vivent avec un SMIC, qui vivent avec moins de 1 300 € par mois. Il y a des dizaines de millions de personnes qui sont dans cet état de fait en France. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas réalisable. Mais t'as un sacré frein dès le départ. Et pas que financier, c'est culturel. C'est vraiment, ce n'est pas que les moyens. En fait, il y a aussi, je me souviens, quand je suis sorti d'école de journalisme, j'avais un copain qui venait d'un milieu ouvrier. Et lui, il fallait qu'il trouve un CDI tout de suite. Voilà. Parce qu'il y avait, au-delà de est-ce que les parents vont donner de l'argent, il y a est-ce que on a l'assurance qui fait qu'on prend le risque. Moi, j'ai toujours eu l'assurance. J'ai pas eu spécialement besoin, en sortie d'école, de demander à mes parents de l'argent. Mais il se trouve que je savais, au fond de moi, que si j'étais dans la merde... Le fameux filet de sécurité. Voilà, il existait. Quand tu l'as pas... Et donc, après, une fois qu'on a dit ça, il faut encourager, comme tu l'as dit, des gens de différents horizons à devenir journalistes. Moi, je pense que ce qui fait la force de notre métier, c'est qu'il y ait des gens de profils différents. Tout à fait. Nous, on fait attention à ça dans nos recrutements à Street Press. Il n'y a pas un moule et on essaie de créer cette pluralité-là, la pluralité de genre aussi. Tout à fait. Donc, et aujourd'hui, quand même, ce qui permet un tout petit peu de donner plus d'espoir aux gens qui viennent pas forcément d'un milieu aisé, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, c'est des questions que se posent un peu plus les rédactions. Et ensuite, aujourd'hui, il y a l'alternance. Et l'alternance, c'est quand même un truc qui aide. C'est un vrai chemin qui mène au journalisme et qui est important. Il y a aussi des associations qui aident justement à intégrer des écoles de journalisme. Je pense notamment à La Chance, qui donne sa chance justement à des gens issus de milieux plus défavorisés que les autres. Après, pour en revenir à la question du journalisme engagé, je crois que je suis le plus vieux autour de cette table, il y a quand même une évolution qui va dans le bon sens. Non, mais moi, quand j'ai commencé le journalisme, je le disais en début d'émission, l'idée de faire carrière dans les médias engagés, c'était difficile. Alors bien sûr, il y avait l'UMA, mais qui fermait des postes tous les ans plutôt que d'en ouvrir. Tout à fait, et il y avait, on s'imaginait très peu de médias. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espace, les médias grandissent, et donc il y a possibilité de se dire, oui, moi j'ai envie de faire une certaine forme de journalisme. Et justement, ça va avec aussi une vraie réflexion sur les modèles économiques des médias. Donc ça fait forcément la transition. Mais en fait, on peut pas être un média qui a des ambitions, qui veut croître, etc., pour diffuser plus massivement ses informations, si on ne pense pas en même temps le modèle économique. Ouais. Et là où il y a quelques années, j'ai l'impression... C'était peut-être un peu un impensé, en tout cas c'était peut-être un petit peu des questions qui se posaient moins, en tout cas des médias fondés par des journalistes qui n'avaient pas forcément le côté entrepreneurial, etc. En tout cas là j'ai l'impression qu'il y a une génération de médias qui a une vraie fibre entrepreneuriale, c'est aussi un état de nécessité évidemment, mais en tout cas il y a un renouveau des modèles économiques, notamment sur le don, qui est hyper intéressant. L'air de la guerre, c'est aujourd'hui pour des médias engagés et indépendants, c'est de créer des communautés. Tout à fait. L'air de la guerre, en fait si tu fais juste... produire une info, quand bien même elle serait de qualité, des fois tu peux avoir un peu de chance et la communauté se crée un peu toute seule. C'est pas mon cas. Mais sinon, il y a une vraie démarche à créer une communauté. Ouais. Mais finalement, il y a une logique à ça, c'est-à-dire qu'on produit de l'information pour qu'elle soit lue, vue, entendue. Partagée. On ne produit pas de l'information juste pour le plaisir de la produire. C'est intéressant, je trouve, ce côté journaliste-influenceur, où gagner en notoriété personnelle permet aussi d'avoir un certain modèle économique derrière. Oui. Enfin, c'est aussi une réalité, en vrai. Bien sûr. Et donc, présenter des informations, faire en sorte qu'elles soient virales et créer une communauté avec ça,
Là où je pense que des médias comme Street Press et Vert qui sont en accès libre, qui peuvent du coup toucher en fait des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes au travers des réseaux sociaux, au travers de nos différents canaux de diffusion, en fait c'est ça qui nous permet de vivre. C'est à la fois la notoriété et la diffusion à grande échelle, et en même temps le fait d'avoir une communauté engagée qui va nous financer. C'est un peu les deux axes en fait qui se combinent très bien et qui sont, je pense, les clés du succès de l'un et de l'autre. On voit émerger de plus en plus de médias engagés, donc comme Vert, Street Press, Histoire Crépue, Fracas, Reporter, Nofimédia, Socialterre, bref, la liste est super longue. Pourquoi le journalisme engagé se développe autant selon vous et pourquoi ça marche autant aussi ? Peut-être une simple phrase, dans ces médias dits engagés, tout du moins des médias qui semblent être alternatifs plus qu'engagés, enfin ils le sont aussi, peuvent être les deux, vu que nous sommes quand même depuis des années face à une défiance de ce qu'on identifie comme élite, que ce soit politique, médiatique, économique, etc., même scientifique parfois, et c'est pas forcément pour le bien du monde, eh bien il y a un appétit qui naît pour cette nouvelle forme de production médiatique. C'est des médias où les gens se sentent représentés. Tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie notion et qui s'oppose à ceux qui veulent tendre vers la neutralité, puisque si on est neutre, on représente personne. Personne n'est une neutralité. Personne se définit comme une neutralité dans la vie de tous les jours. Et donc, les gens s'identifient beaucoup plus à des médias qui vont assumer un point de vue, et donc ils vont le soutenir. Et donc, ça fait que ça marche. Aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est que à la fois les médias dits engagés sont critiqués, et à la fois, c'est ceux qui arrivent qui ont, je pense, le vent en poupe. Après, des Hugo Décrypte, c'est l'inverse pour le coup. Mais il y a une forte incarnation. Il y a une très très forte incarnation. Hugo Décrypte, donc tu vois, c'est voilà. Et donc il y a une identification. Des médias personnes, quoi. Les gens s'identifient, et le public plutôt jeune qui suit Hugo Décrypte s'identifie à... c'est le point de vue des jeunes sur l'information. Voilà, je pense qu'il y a un facteur d'identification, et donc un média, c'est le média qui ressemble à ses lecteurs, qui défend les valeurs des lecteurs. Moi, clairement, sur l'écologie, je dirais la même chose. C'est effectivement dire que l'écologie, c'est une grille de lecture du monde et que ça doit être dans tous les sujets, par exemple. Ce qui est la ligne de Vert aujourd'hui. Clairement, ça parle à beaucoup de gens, en fait. Parce que beaucoup de gens sont inquiets pour l'avenir de leur vie, pour l'avenir de leurs enfants, etc. Donc, en fait, il y a un besoin aussi de se dire que là, dans cet espace-là, et on n'est pas les seuls à le faire, il y a des confrères qui font ça très bien aussi, il y a vraiment un besoin, une nécessité d'information. Et là où je pense que ce qu'on réussit très bien à faire, c'est vraiment de rendre accessible. En fait, c'est de dire, encore une fois, on est à hauteur d'humain, on est comme vous. La preuve, vous nous voyez dans des stories tous les jours, vous voyez la vie de la rédaction, on essaye d'expliquer les coulisses, de comment on fabrique l'information, de pourquoi est-ce qu'on doit être soutenu, etc. Ça, je pense que ça donne aussi envie aux gens de rejoindre la communauté, parce qu'il y a cette vraie appétence en fait pour aussi une sorte de fascination, je pense, pour le journalisme qu'on arrive bien à transmettre, quoi. Donc l'aspect pédagogique, et puis après dans Vert il y a beaucoup d'humour, donc il y a des vidéos rigolotes, il y a des jeux de mots, on aime bien se marrer aussi. Donc il y a ce côté-là qui est aussi important. Pour nous, la forme et le fond sont aussi importants. Pour terminer, je pense que l'incarnation est très importante. Oui. Alors, dans mon parcours, je le vois vraiment parce que avant de faire partie d'un média, d'une rédaction, de travailler pour ceci, je n'étais que moi, tout seul, avec ma caméra, mon ordinateur, mon montage, etc. L'incarnation, je pense que c'est... Alors, quand tu l'utilises à bon escient, quand c'est pour servir le sujet, quand c'est pour servir l'objectif journalistique, mais c'est quelque chose que j'ai pu, sans le mettre en stratégie, parce que c'était de manière très naturelle au début, voir que ça, c'est vraiment très important puisque nous sommes des êtres sentients, des émotions, etc. Et c'est un moyen, un canal pour véhiculer ce qu'on doit véhiculer. Et je le vois tous les jours, que ce soit pour faire le travail ou pour tout simplement réussir personnellement à tenir face à ce qu'on peut subir de difficultés, que ce soit de manière sécuritaire ou la vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Eh ben, il y a cette connexion-là qui est vraiment très utile, je pense, pour à la fois les gens et pour les journalistes en question. Très belle conclusion. Merci à vous. Merci, merci à toi. Pour l'invitation. Vraiment, c'est gentil. Le journalisme engagé, c'est plus qu'un style. C'est une nécessité pour certains, une prise de risque pour d'autres. Merci à Juliette, Mathieu et Djemil d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et pour leur sincérité. Si cette interview vous a appris quelque chose, partagez-la et soutenez Microcanap, un média indépendant lui aussi en vous abonnant à la plateforme sur laquelle vous écoutez ou regardez cette émission. On a aussi lancé une newsletter et on est présent sur tous les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description de cette émission. Et dites-moi, et vous, est-ce que vous faites confiance aux journalistes et aux médias engagés? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap.